네, 두 번째로 소개해드릴 분은 우리 멀리 이제 프랑스에서 오는 분인데 아마 불어로 진행을 하실 것 같고요. DB의 델리미디아 운영을 하고 계시고요. 그리고 카스터맨이라고 퍼블리셔 계시고 프랑스 분인데 한국 웹툰에 대해서 굉장히 관심 많으신 분이거든요. 그래서 또 나오실 때 박수로 많은 분들 부탁드리겠습니다. 나 이미 들어봤어. 뭐라? Je vis actuellement en Belgique, le pays de la bande dessinée, mais j'interviens depuis maintenant 25 ans dans le domaine de la culture et des médias, et une partie de vivre les grands changements aussi bien dans la télévision, et bien entendu l'évolution de la télévision numérique avec la multiplication du nombre de chaînes et l'avènement de l'Internet rapide qui a impacté l'industrie créative, de la musique au cinéma, en passant par la bande dessinée. Et c'est justement la bande dessinée qui me donne l'occasion de me trouver à vos côtés aujourd'hui, même face à vous. J'interviens dans plusieurs activités, mais je suis d'abord éditeur. Mon rôle est de travailler à l'émergence de jeunes talents. Et la bande dessinée est selon moi le dernier bastion, le dernier sujet qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa voie numérique, du moins en France. C'est cette réflexion qui sous-tend aujourd'hui mon travail éditorial. J'ai eu la chance de découvrir très tôt le développement mené en Corée autour du web. J'ai eu l'occasion de découvrir très tôt, dès 2007-2008, la bande dessinée coréenne au travers du web, et notamment des grands portails qui sont Daum et Naver. Et c'est donc cette observation qui m'a mené à développer en 2011 ce que je crois être le tout premier portail web dédié au webtoon en dehors de Corée, en tout cas particulièrement en Europe. Et ce site web est dailytoon.com. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. J'espère que mon accent français ne vous gênera pas. Je vais aussi me permettre de lire un peu mon texte, comme vous l'avez remarqué, pour être plus à l'aise avec les idées que je souhaite développer devant vous. Lorsque j'ai été invité par Coca à participer à ce formidable et passionnant événement que le Dicon, j'ai bien entendu penser à évoquer la situation des contenus de bande dessinée en France pour vous en parler et vous parler des auteurs, vous parler des projets et de l'innovation. Mais il m'est revenu une idée en tête, notamment une question qu'on me pose souvent. Une question que me posent les auteurs coréens quand je les rencontre. Cette question, c'est comment fait-on pour réussir en France? Comment fait-on pour être publié chez nous? À l'heure de l'Internet, de la mondialisation, à l'heure des échanges instantanés, pourquoi des auteurs qui aujourd'hui me semblent parmi les mieux connectés et qui bénéficient des accès à Internet les plus importants au monde, pourquoi ces auteurs cherchent aujourd'hui à être publiés en France? Une partie de la réponse repose, je pense, sur la réputation de la France et de la Belgique comme étant des grandes terres d'accueil de la bande dessinée mondiale. C'est un territoire où le livre, objet matériel, est apprécié autant pour son contenu que l'objet qui le fait. Aussi, avant de parler du futur, il me semble important de remettre en perspective ce qu'est la bande dessinée franco-belge pour bien comprendre la situation actuelle et envisager les perspectives d'avenir. Ce que je souhaite partager avec vous, c'est une meilleure compréhension de ces évolutions qui sont en cours chez nous, et aussi des blocages qui persistent, mais surtout des opportunités qui vous sont offertes et qui me sont offertes. Alors, connaissez-vous réellement notre bande dessinée? Connaissez-vous notre culture? Je vais me permettre de dresser un portrait de cette histoire ancienne
et de présenter une perspective qui s'offre aujourd'hui à nous et de susciter, je l'espère, l'envie d'explorer de nouvelles frontières ensemble. La bande dessinée francophone est un art ancien qui remonte au début du XXe siècle. Et vous me permettrez de choisir comme ambassadeur symbolique le personnage de Tintin, qui est sans doute l'un des plus anciens et des plus célèbres personnages de la bande dessinée francophone. Sa création remonte à 1929, avant même Superman, même Mickey, dans sa version papier. Ce qui a permis le développement et la dynamique de la bande dessinée en France repose essentiellement sur le mariage de deux facteurs parfaitement complémentaires. Ce sont ces deux facteurs qui ont joué un rôle essentiel pour la dynamique du marché pendant 50 ans. Le premier facteur a été l'utilisation de la presse. Et c'est là un point très important. En effet, Tintin a été créé pour la presse dans un journal qui s'appelait Le Petit 20e. Bien entendu, il y avait déjà des dessins humoristiques dans la presse, des caricatures, des strips quotidiens, qui avaient d'une certaine manière habitué les lecteurs de journaux à trouver du divertissement dessiné. Mais c'est Tintin qui a permis de définir les codes de ce que sont aujourd'hui les fondements de la bande dessinée, à savoir rassembler des strips, d'en faire des pages, et ensuite d'en faire des livres. Donc pour la première fois, nous découvrons un héros dont les aventures s'étendent sur plusieurs pages, sur plusieurs épisodes, et qui permettent de toucher un lectorat, une cible, que je l'ai aujourd'hui, et surtout de permettre la fidélisation dans la durée de l'ensemble de cette univers. Tout ceci n'a pas l'air très innovant, mais en 1929, c'était une grande innovation. Et cette innovation s'est développée dans un tout petit pays, en Europe, qui est la Belgique. Aujourd'hui, Tintin, avec seulement 24 albums qui ont été publiés, du vivant de l'auteur, depuis il n'y a plus rien eu, 24 albums, ils ont été traduits en 70 langues et 200 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Son actualité la plus récente est son adaptation cinématographique par Steven Spielberg et Peter Jackson, que vous connaissez peut-être. J'ai évoqué l'idée de deux éléments techniques qui ont permis l'essor et le développement de la bande dessinée. Le second élément, c'est d'avoir décidé de réunir cet ensemble de planches en ligne, créant pour la première fois ce qui fait encore la principale dynamique du marché franco-belge, à savoir les albums de bande dessinée. L'album de bande dessinée franco-belge présente une caractéristique majeure, c'est que sa fabrication est qualitative, voire haut de gamme. Cette dimension fondatrice a développé l'idée qu'un album de bande dessinée est fait pour être conservé dans sa bibliothèque, au même titre que les grands textes de littérature. Et c'est ainsi que se constitue le patrimoine qui est transmissible d'une génération à l'autre. On est vraiment sur une notion de collection. À cette période, la bande dessinée a pour principal objectif de former l'esprit des jeunes lecteurs. Il faut les secousses culturelles de la société dans les années 60-70 pour que la bande dessinée trouve un nouvel essor et une nouvelle dynamique en s'orientant progressivement vers un public plus adulte, avec des auteurs qui ont été influencés par d'autres territoires comme la science-fiction particulièrement. Et c'est encore à cette période que la presse joue un rôle majeur dans le développement de la bande dessinée. On voit se développer un nombre important de titres de presse totalement dédiés à la publication de pages de bande dessinée. Dans ces pages, on trouvera mêler des histoires courtes, des épisodes d'histoires plus longues, la presse jouant le rôle de test auprès du public. Et le courrier des lecteurs que l'on recevait alors était un baromètre qui permettait de saisir si tel ou tel personnage avait plus ou moins de succès, et donc méritait de continuer à exister dans ces magazines. Jusque-là, rien de très innovant, puisque à la même période se sont développés aux États-Unis le comics et au Japon le manga. Mais ce sont là des points essentiels de divergence entre ces grands univers qu'il me semble important de vous préciser. Là où les magazines francophones proposent à l'époque des récits relativement courts qui se contentent de 48 ou 64 pages pour une histoire complète, aux États-Unis comme au Japon avec le manga,
les récits reposent sur des histoires beaucoup plus longues. Donc la dynamique qui sous-tend le comics et le manga repose sur l'idée d'un rendez-vous avec le héros et son lecteur sur une série très longue dont la fin n'a pas d'objectif en soi. Ainsi, jusqu'à la fin des années 90, le paradigme de l'édition francophone était de pré-publier des récits multiples dans des magazines, puis de choisir le meilleur pour en faire des albums de qualité. Et c'est autour de cette économie, de ces deux économies même complémentaires, la presse et la librairie, que s'est développé le secteur de l'édition de bande dessinée. Avec l'arrivée d'Internet, le développement du jeu vidéo, le formidable essor des industries créatives, le rôle du magazine est devenu moins essentiel. Et son rôle économique a disparu au profit de la seule production d'albums papier. On a aujourd'hui donc une sorte de statu quo qui se trouve autour du livre, qui est finalement la seule chose qui existe aujourd'hui en France et en Belgique. La bande dessinée qui s'intégrait alors dans un processus communautaire de partage, quasi participatif avec les magazines, prend un virage qui laisse l'éditeur seul dans sa décision de publier tel ou tel récit, tel ou tel auteur. Cette industrie, dans un phénomène de niche, avec des livres de très belle facture, se destine de plus en plus à des collectionneurs. Cette situation présente, selon moi, deux écueils importants. D'une part, l'économie d'un projet ne repose plus que sur la seule vente de livres. Et lorsqu'un marché s'essouffle, comme c'est le cas aujourd'hui en France, avec une production importante et mal maîtrisée, le revenu par album tend à diminuer. Et les premiers à en souffrir sont les auteurs et les petits éditeurs. Le second point, c'est la relation directe qui pouvait exister avec les lecteurs au travers des magazines, qui a disparu, créant un fossé relationnel important. Il n'y a plus de courrier des lecteurs et plus de mesure de tendance de ce qui plaît, de ce qui ne plaît pas. Avec la fin des années 80, l'arrivée du dessin animé, venu du Japon particulièrement, la France a découvert le manga et lui a fait une place très importante, puisqu'aujourd'hui, la France est le premier marché du manga en dehors du Japon. Le manga représente aujourd'hui 40% des ventes de bandes dessinées en France. Et au-delà de la qualité des récits, ce qui est à noter, c'est la parfaite articulation entre le dessin animé et sa déclinaison en papier. Si les années 80 avaient vu l'arrivée du dessin animé tel que Spider-Man, des États-Unis, c'est l'animation japonaise qui a pris une place prépondérante dans nos écrans, ne laissant quasiment aucune chance à d'autres concurrents. Les années 2000 ont vu débarquer Naruto, qui s'est imposé comme le héros préféré des jeunes Français, qui est le plus grand succès avec 15 millions d'exemplaires vendus, et qui dépasse ainsi les plus grands héros francophones tels que Tintin. Et là encore, c'est le couple télévision et librairie qui participe au succès. Ce qui apparaît aussi avec le développement du manga, c'est une véritable évolution de la typologie des lecteurs en France. Jusqu'alors, la bande dessinée s'adressait aux garçons, et avec des héros masculins, mettant le lectorat féminin un petit peu de côté. Le manga a apporté une véritable mixité dans le lectorat, en cultivant la forme entre des lecteurs classiques et des lecteurs de bande dessinée plus classiques. Ainsi donc, la situation de la bande dessinée à l'heure où Internet s'est démocratisé, à la fin des années 90, on a un marché dynamique qui ne cesse de croître, un lectorat qui s'est étendu, et surtout une perméabilité culturelle entre les différentes influences de style, que ce soit le comics ou le manga, et bien entendu la bande dessinée francophone. La dynamique du marché est pour autant très fortement marquée par le manga, qui repose sur la conquête d'un nouveau lectorat, qui est lié à la télévision. Le premier paradoxe qui intervient à l'arrivée d'Internet, c'est que se développe rapidement la notion de communauté, de partage avec des pages personnelles, des blogs, des forums. Et à cette date, le principal outil qu'avaient les éditeurs pour dialoguer avec leurs lecteurs, c'était les magazines. Ces magazines ont disparu. Sans doute, vous demandez-vous quel est à l'heure actuelle l'impact de l'Internet et des derniers développements
sur la production de contenu sur le marché francophone. Et je dirais qu'aujourd'hui, tout reste à faire. Si le marché de la bande dessinée dans un format de livre est très dynamique, celui des contenus digitaux reste extrêmement fragile, voire balbutiant. Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est un clivage entre différents courants. Aussi, pour vous présenter la situation actuelle, je vais exposer maintenant 4 grands courants qui cohabitent aujourd'hui en France dans le domaine du contenu digital. Tout d'abord, la version la plus classique, qui est Isneo. Isneo, c'est finalement le concurrent de Comixology en France. C'est un service qui réunit la majeure partie des bandes dessinées produites en français. Et c'est un service qui est détenu par les éditeurs, la majorité des éditeurs importants francophones. La philosophie d'Isneo repose sur des valeurs de protection. Se protéger du piratage en offrant dès la sortie en librairie une sortie simultanée en digital. Mais pour tout vous dire, ce n'est pas un risque majeur, car en dehors du manga, la bande dessinée ne souffre pas du piratage en France. Se protéger aussi d'une mainmise possible de grands acteurs américains, comme Google ou Amazon, en localisant les droits d'exploitation de manière exclusive, et de ce fait devenant aussi un concurrent important pour Comixology en France. Si les intentions sont légitimes, l'approche d'Isneo, qui propose une lecture proche de celle du livre, cette dimension présente un caractère conservateur, qui vise à enfermer la bande dessinée dans l'univers du livre par opposition à celui des contenus. Je vous propose de voir une petite vidéo pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Alors les points critiques reposent avant tout sur des questions d'ergonomie et d'expérience utilisateur. Ces questions ne sont pas liées directement au service, mais à la nature même de la bande dessinée francophone. En effet, la bande dessinée, dans sa version la plus standard, se trouve éloignée du format des écrans, et notamment des tablettes ou des smartphones. On fait de très grands livres. C'est pourquoi je suis convaincu que la clé du développement de ce marché repose sur la création de nouveaux contenus qui seront plus adaptés au monde des écrans, en permettant une lecture plus naturelle et donc d'optimiser l'expérience utilisateur. La deuxième expérience que je vous propose d'évoquer ici, il s'agit de Professeur Cyclope. Ce projet a pour particularité d'avoir été réalisé par des auteurs. Il s'agit donc d'une initiative qui vise à se passer du circuit classique de l'économie, et notamment se passer des éditeurs. Aussi, Professeur Cyclope se définit comme un magazine. Son objectif initial est de retrouver les valeurs qui avaient fait les forces de la bande dessinée, à savoir la créativité, la régularité de la publication, et chose essentielle à mon avis, la proximité avec des lecteurs. Ce magazine se diffuse à la fois sur Internet, mais son expression optimale se fait sur iPad, avec la recherche de nouvelles formes de lecture ou de navigation, proposant des animations, du scrolling vertical, horizontal, et bien d'autres possibilités. Mais une vidéo sera la plupart.
Alors c'est une expérience intéressante, par sa dimension créative. Et les auteurs qui l'apportent sont très talentueux, mais après 2 ans d'exploitation, la situation économique reste très critique et le nombre d'abonnés très limité. Les auteurs ont aujourd'hui décidé de transférer certains de leurs récits vers le papier et d'en faire des livres, revenant à un modèle tout à fait classique. Alors qu'à la même période, en Corée, se développait le webtoon, les auteurs français ont adopté un vecteur qui soit très simple, en l'occurrence le blog. Le premier objectif dans l'usage de ces blogs a été de s'en servir pour les auteurs comme d'une vitrine professionnelle, pour permettre d'exposer leur travail et donc de créer des books créatifs en ligne. Rapidement, certains auteurs ont choisi de raconter des histoires, souvent personnelles et autobiographiques, qui ont commencé à avoir de réels succès d'audience. C'est cette forme de récit avec un simple scroll vertical qui m'est apparu et me paraît encore aujourd'hui le plus efficace dans sa forme, car parfaitement adapté à la lecture sur écran. Il est peu gourmand en technologie, permettant une production à un faible coût, et au final, sa forme est sans conteste la plus universelle d'un pays à l'autre, offrant une capacité d'exportation assez naturelle. Pour illustrer mon propos, je vous présente 2 auteurs parmi les plus célèbres en France. Pour commencer, Pénélope Bagieux, qui est une jeune illustratrice qui a démarré en racontant sa vie professionnelle et personnelle dans le cadre de son blog. Elle a obtenu très rapidement des scores d'audience parmi les plus importants du web en France. À titre d'exemple, récemment, elle a lancé une pétition pour la protection de la nature qui a recueilli 700 000 signatures en 2 jours. Un autre auteur est Boulet. Boulet qui est lui aussi un blogueur important en France. Chacun dans sa forme graphique a su répondre aux attentes d'un public qui n'était alors pas nécessairement lecteur de bande dessinée. C'est là un point très intéressant. Parce que finalement, qu'est-ce qui va caractériser cette génération d'auteurs qui s'inscrit pleinement dans le nouvel écosystème du web et ne cherche surtout pas à réinventer le livre? Ces gens-là créent du contenu. Ils racontent des histoires pour un public qui est immédiatement disponible au travers du web. Alors les points communs entre ces différents auteurs, d'une part, la simplicité du dessin. Le dessin ne cherche pas à impressionner par sa complexité ou sa virtuosité. Il est par contre très efficace pour une lecture sur écran. Le deuxième point, c'est la régularité des publications. Chaque post du blog est un véritable rendez-vous et les auteurs savent que la régularité des publications fait la fidélité du lecteur. Le troisième point, c'est l'accessibilité par le web. Le web est le vecteur qui a été choisi pour diffuser leurs histoires et la plupart d'entre eux ne cherchent pas à sortir de cet écosystème, ils ne cherchent pas à faire de livres à base de leur blog. Le quatrième point, essentiel encore pour la réussite, c'est la gratuité. Là encore, c'est un point qui est tout à fait relatif au web. On a pris l'habitude d'avoir des contenus gratuits sur Internet et tout ceci est absolument libre et gratuit d'accès. Enfin, j'y reviens, et c'est là sans doute un point essentiel, la communauté de lecteurs. On retrouve ici ce qui faisait déjà la force des magazines que j'évoquais pour l'époque des années 60-70. Ce sont les lecteurs qui commentent, qui critiquent et qui encouragent les auteurs. Il y a 30 ans, nous avions des communautés qui étaient réunies autour d'une seule marque, autour d'un magazine, et qui regroupaient plusieurs auteurs. Aujourd'hui, chaque auteur, individuellement, est porteur de sa propre marque et génère directement sa propre communauté. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on retrouve les mêmes valeurs à travers le temps entre ce qui était la force des magazines et ce qui devient aujourd'hui la force importante d'Internet.
J'en arrive maintenant à Dailytoon, qui est le portail que j'ai lancé en France et qui s'inspire directement de l'expérience du webtoon coréen. Dailytoon peut s'envisager finalement comme un magazine moderne. On y retrouve bien entendu la thématique de la bande dessinée, des contenus variés, à la fois produits pour être diffusés et d'autres qui sont directement créés par la communauté d'auteurs, comme pour les blogs. Mais la principale difficulté des blogs, et plus généralement avec le contenu qui est généré par des utilisateurs de plateformes comme Dailytoon, c'est qu'il est très difficile de garantir, d'une part, la qualité du récit, et d'autre part, la régularité des publications. C'est pourquoi il m'apparaît, de manière plus globale, qu'au-delà des plateformes techniques et des services associés, c'est l'ensemble de la chaîne de production de contenu qui doit évoluer. Car la clé de la réussite va reposer essentiellement sur notre capacité à porter régulièrement des récits ambitieux et dont la qualité permettra de fidéliser un lectorat important. Je vais donc maintenant vous présenter l'un des projets les plus ambitieux que j'ai eu la chance de développer ces 3 dernières années. Dans le cadre de Dailytoon, il s'agit de Last Man. Last Man est un récit d'aventure qui a été pensé par une équipe de 3 auteurs, parmi les plus talentueux de leur génération, ayant tous été formés à l'école du dessin animé. Il s'agit de Bastien Vives, Michael Sanlaville et Balak. Last Man bouleverse l'ensemble du système de production classique de la bande dessinée francophone. D'abord, le récit s'organise dans une dynamique de série longue, comme le font le comics et le manga. Chaque saison est composée de 10 épisodes qui, une fois diffusés sur le web, pourront être réunis dans un recueil qui prend la forme d'un manga. Chaque épisode est diffusé à un rythme régulier. Et une saison est diffusée tous les 3 mois. En 2 ans, nous aurons donc produit et diffusé 6 saisons. Nous avons réservé l'exclusivité de la première diffusion à Dailytoon, renversant ainsi les habitudes de l'édition et retrouvant les codes des magazines de prépublication. Aujourd'hui, nous en sommes à 300 000 vues, ce qui est pour nous extrêmement important. Et nous avons aujourd'hui 30 000 lecteurs fidèles. Au-delà du récit, ce qui est important, c'est le travail des auteurs qui s'est modernisé. Et je vais, là encore, vous présenter une rapide vidéo vous montrant le dessin animé qui est en cours d'adaptation. Voilà, ce que vous avez vu, c'est le preview exclusif mondial du futur dessin animé qui est en préparation. Donc il s'agit bien sûr d'un work in progress. Deuxième territoire qui va être développé, c'est le jeu vidéo, avec un jeu vidéo qui s'appelle Last Ride. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en modifiant complètement l'esprit de la production des bandes dessinées, on arrive à repenser complètement le système d'édition et de développer donc des projets qui ont une ouverture sur d'autres territoires, et notamment l'international. Ça m'amène à vous présenter rapidement ce nouveau projet qui est Comic Starter. Comic Starter, en fait, c'est un lieu qui va permettre de créer des récits comme Last Man. Nous allons accueillir physiquement, chez Comic Starter, des équipes éditoriales avec des auteurs, jeunes et moins jeunes, venus du monde entier, qui viendront créer dans le lieu, accompagnés par des professionnels, trouvant bien entendu les dernières technologies à leur disposition, dans un grand espace de coworking, l'objectif étant d'aider à la création de ces nouveaux contenus et de permettre de tester ces contenus directement sur Dailytoon. Donc il y aura un esprit communautaire, bien sûr, ça se passera à Bruxelles. On espère bien sûr accueillir, si possible, des auteurs coréens prochainement, et venus, je l'espère, du monde entier.
L'objectif, bien entendu, est de porter ces contenus sur les nouveaux écrans et de créer enfin un contenu particulièrement designé pour les écrans. Ceci est un des projets qui est en cours de réalisation chez Comistar. Merci beaucoup, j'espère que vous m'aurez compris et je vous dis à bientôt.